Voilà, bonjour à tous. Bienvenue sur Acteurs Publics TV pour ce débat consacré aux stratégies culturelles des territoires. Un débat organisé dans le cadre de cette 5e édition des rencontres des acteurs publics au Conseil économique, social et environnemental. Pour débattre de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Antoine Laurent Figuière. Bonjour Monsieur Figuière. Vous êtes chef du département de l'action territoriale au secrétariat général du ministère de la Culture et de la Communication. En face de vous, Étienne Achille, vous êtes directeur général adjoint des services chargé de l'unité sociale au Conseil régional d'Île-de-France. Bonjour Monsieur Achille. Bonjour, unité société. L'unité société, merci. Et puis Jean-François Treille, vous êtes associé conseil département secteur public de la société Mazars. Bonjour Monsieur Treille. Alors merci à tous les trois d'avoir accepté de débattre sur le plateau d'Acteurs Publics TV. Nous sommes ici pour confronter nos opinions. Je vais faire un petit rappel de la situation en matière de stratégie culturelle et de territoire pour provoquer pour provoquer Monsieur Antoine Laurent Figuière, mais je provoquerai aussi Monsieur Treille. Monsieur Figuière, c'est à vous le premier. On rappelle, le ministère de la Culture a créé sous Malraux, a maintenant un peu plus de 50 ans, 53 ans. Finalement, le ministère de la Culture a la mainmise totale sur la stratégie, les moyens et toute l'activité culturelle du pays. Détrompez-nous. Là, vous prêtez au ministère de la Culture une bien trop forte influence, ou du moins une bien trop forte capacité à mettre en œuvre les politiques. Vous savez le ministère ne l'avoue pas vraiment, mais je vous en prie. Non, si, le ministère a fondé son action depuis Malraux sur le partenariat avec les collectivités territoriales. Je crois que c'est ce qu'il faut rappeler. Cela étant, c'est vrai que si le ministère de la Culture a comme département ministériel une fonction régalienne, une fonction de définition des normes, il n'en reste pas moins que quand même depuis quelques années, 82, 83, la libre administration des collectivités territoriales leur permet de mettre en œuvre une politique qui peut être spécifique au nom de leur intérêt ou de moins de la manière dont ils comprennent l'intérêt général. Cela étant, c'est vrai que le partenariat que nous appelons et que le ministère de la Culture appelle depuis sa fondation de ses voeux est pour nous un enjeu majeur. Et je crois que la période qui s'ouvre va faire de ce partenariat un enjeu encore plus que majeur, pour ne pas dire décisif, dans ce que vous avez commencé à évoquer, c'est-à-dire la mise en œuvre de politiques publiques pour l'art, la culture et le patrimoine, qui soient des politiques publiques qui partent du territoire et en fonction des problématiques et des enjeux de chacun de ces territoires, de ces bassins de vie, de ces bassins d'emploi qui sont plus ou moins organisés administrativement et en tout cas dont la dynamique collective devrait nous permettre de répondre aux besoins de notre société. Et le ministère ayant un rôle de cohérence nationale, c'est ça ? On va dire que si votre première affirmation trouvait une base de vérité dans la capacité qu'a eu le ministère de la Culture à être parfois perçu comme trop prescriptif, il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, dans les territoires, à l'échelle de chacun des territoires, il peut et il doit jouer un rôle de tiers garant entre les différents niveaux de collectivité, en respectant aussi, et toujours, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, leur capacité à mettre en œuvre des politiques qui leur sont propres. Alors, Étienne Achille, vous qui dirigez l'unité société au Conseil régional d'Île-de-France, j'ai été très impressionné lorsque vous m'avez expliqué que cette unité de 100 personnes traite des affaires de logement, de social, de santé, de sport, de loisirs, de politique de la ville et de culture, heureusement, et de culture. Vous trouvez que le ministère est hégémonique dans son action vis-à-vis des territoires ou c'est un tiers garant avec qui il fait bon collaborer ? Je vous en prie. Hégémonique, je pense que personne n'aurait cette idée. Je crois que ça vient d'être dit clairement. L'État n'a plus aujourd'hui ni même l'intention et probablement pas non plus les moyens au regard du tiers en clair que représente l'État dans l'investissement culturel en France et des autres tiers qui sont remplis par les collectivités locales. L'État n'a pas l'intention ni le pouvoir d'être le dominant que vous évoquez. Le tiers garant peut-être, pour autant que les conditions de la libre administration des collectivités soient réunies. Pour pouvoir administrer librement une collectivité, il lui faut une vision, il lui faut une politique, ou des politiques, et puis il lui faut des moyens.
Et de fait, je pense que la phase dans laquelle se retrouve aujourd'hui l'ensemble du territoire français, de crise assez approfondie et probablement assez durable, va imposer à l'ensemble des acteurs publics, État et collectivités, et acteurs probablement pas que publics, une articulation beaucoup plus forte pour que l'euro investi produise un peu plus que ce qu'il produisait il y a quelques années quand la croissance était à 2,5, ce qui est une perspective qui ne va pas forcément réapparaître rapidement. Alors, je voulais revenir sur l'étonnement qui a pu être le vôtre face à la liste des différentes politiques publiques que nous couvrons à l'unité société. Je ne l'ai pas pris autrement. Le fait est que la région a choisi délibérément de dénommer société l'entité administrative dans laquelle les questions sociétales et sociales sont posées. Et si la culture n'est pas un enjeu sociétal, je ne sais pas ce qu'il est, puisque par rapport à la thématique même de ce débat, une stratégie territoriale culturelle, on est presque dans le pléonasme. Un territoire n'est rien d'autre que la culture de son territoire, que les pratiques anthropologiques sur le territoire, que la manière dont le territoire a été façonné par ses habitants, et que les attentes du territoire sont donc totalement clés dans la définition des politiques culturelles. Il faut absolument analyser l'existant. Un territoire peut être très patrimonial, par exemple. Pendant la préparation de ce débat, nous discutions de la récente inscription du pays minier au patrimoine de l'UNESCO. Ouais. Je pense qu'au même moment, on est en train de détruire à Tombouctou des mausolées musulmans qui ne sont détruits que parce qu'ils sont la marque de ce territoire oui. et symboliques et donc fondamentaux en matière culturelle. Du coup, on voit bien l'importance essentielle de ce champ culturel dans la stratégie des territoires, puisque c'est un marqueur d'identité très fort, et que l'exploitation, si on peut utiliser ce terme qui est parfois péjoratif, de cette identité territoriale forte, la mise en valeur. Mais je pense qu'il faut déjà assumer cette identité territoriale et que toutes les collectivités qui le font, on le voit, sans prendre d'exemple particulièrement à propos, mais il est clair que l'opération Estuaire, qui est menée à l'initiative notamment de la ville de Nantes, démontre que l'ensemble d'un territoire relie son histoire, relie son paysage, et relie dans tous les sens du terme et dans toutes les orthographes, avec un E, avec un T. Voilà, Jean-François Treille, chaque territoire a donc son patrimoine culturel, hein, lui aussi, et chez Mazars, on considère que c'est quelque chose qu'il faut mettre en valeur. Quel est le rôle d'une entreprise comme la vôtre dans justement l'organisation de cette mise en valeur, de cette exploitation, comme disait Étienne Achille, mais dans le bon sens du terme? Je vous en prie, Jean-François Treille. Alors, je crois que la question que vient d'évoquer Étienne Achille, qui est celle de l'ancrage territorial, est vraiment au cœur du sujet, effectivement. Et on voit qu'à travers cette notion d'ancrage, inscrite dans un patrimoine, dans un terroir même parfois, effectivement, les politiques culturelles trouvent leur sens également dans la coordination et la coopération des acteurs. On a évoqué bien entendu la coopération de l'État et des collectivités territoriales. Et on peut aussi souligner la coopération régulière d'acteurs publics et privés autour de la création d'une infrastructure à vocation culturelle qui, dans une certaine mesure, agit un petit peu comme dans la nature, par la création d'un cluster, et permet de venir ou de laisser s'installer autant des entreprises que des équipements complémentaires dans une logique qui, au-delà de la mise en œuvre de la politique territoriale... Il y a des clusters culturels alors ? Il y a des clusters culturels qui se mettent en œuvre autour de pôles d'excellence. Par exemple, on pourrait parler de Cap Digital ou de Pleine Image à Lille, autour d'une infrastructure culturelle, autour d'un projet culturel. Les entreprises, les emplois sont des relais du projet culturel et contribuent à la dynamisation territoriale. Alors, cela est totalement indissociable de cette notion de patrimoine qu'on évoquait tout à l'heure, que ce patrimoine finalement soit repris, rénové, enrichi, exploité, ou que ce patrimoine soit créé, comme on a pu le faire à Metz, ou comme on s'apprête à le faire à Lens, puisqu'effectivement, dans une certaine mesure, l'action publique fait patrimoine par l'action de création d'infrastructures autour de laquelle, finalement, le bassin de vie se structure. Pour comprendre, quand on a un patrimoine naturel évident, pas de problème, mais quand une région, une ville n'a pas un patrimoine culturel exploitable, on s'entend dans le très bon sens du terme, il faut qu'elle s'en trouve un. C'est un support social et économique indispensable aujourd'hui ?
Je crois qu'il y a de toute façon un patrimoine immatériel, et je pense que Étienne Achille ou Antoine Laurent-Figuère rebondiront sans doute là-dessus. On évoquait le bassin minier, au-delà du patrimoine architectural du bassin minier qui existe et qui pourrait être valorisé et enrichi. Il y a aussi un patrimoine immatériel qui est lié à la culture, à des pratiques, à des modes de vie, et ça constitue également, dans une certaine mesure, un ancrage dans lequel une infrastructure culturelle peut venir trouver sa cohérence et son positionnement. Antoine Laurent-Figuère, bon, je l'ai fait exprès tout à l'heure, hein, je vous ai un petit peu cherché, si on veut bien, en vous disant, voilà, le ministère veut décider de tout. Je vais vous faire une confidence, je savais, j'avais une petite idée de votre réponse, et puis effectivement, je dois reconnaître que le ministère, de ce point de vue-là, a beaucoup progressé. Hein, voilà. Alors, puisqu'on est dans une situation un peu plus satisfaisante, est-ce que vous pouvez nous donner aujourd'hui l'idée de ce qu'est le bon équilibre entre justement le partage des rôles entre l'État et les collectivités locales? Qu'est-ce qui est, à votre avis, harmonieux et productif? Comment est-ce qu'on peut construire l'avenir de ces politiques, de ces stratégies, de ces politiques culturelles? D'abord, on va pas quel rôle pour chacun, quoi. Voilà. On ne va pas les construire tout seul, on va les construire ensemble. Voilà, je crois quel que rôle pour chacun. c'est d'abord la première chose à dire. Mais ce n'est pas forcément dans le cadre d'une séquence ou d'un séquençage de chacun des rôles, mais dans une compréhension de la globalité de l'intervention potentielle dans les domaines de l'art, de la culture et du patrimoine. Je m'explique. Un exemple aussi. Voilà. On parlait du bassin minier uni de son inscription. On était en poste précédemment à la DRAC Nord-Pas-de-Calais. Donc j'ai suivi le travail. C'est vrai que c'est un travail qui a été mené à l'initiative d'un certain nombre d'élus, avec l'aide des services de l'État, qui ont été à la fois prescripteurs intelligents, puisqu'ils étaient là pour traduire les éléments nécessaires à cette bonne inscription. Du dossier. Et en même temps, il y avait la problématique non seulement de réappropriation d'un patrimoine, mais surtout tous les enjeux de développement durable. Parce que quand on regarde le bassin minier, on s'aperçoit que les cités minières, 70 000 logements, donnent un maillage urbain extrêmement fort qui, dans le cadre d'un développement durable, permet, sous conditions de réhabilitation et de mixité sociale, de dynamiser la totalité du territoire, un, avec la réappropriation du passé, et deux, les enjeux du futur. Il n'y a pas que le Louvre-Lens. C'est bien gentil, mais enfin, rêver de la mixité sociale dans les anciens... dans les anciennes cités minières. Faites-y un tour, vous verrez qu'il y a réellement, par rapport à une demande sociale, qui est une demande entre guillemets de logement individuel, vous avez là des formes d'urbanisation qui sont porteuses pour l'avenir de cette dimension du développement durable. C'est déjà équipé. Nous avons des présences anciennes qui se réapproprient, et vous avez des présences artistiques extrêmement fortes. Que ce soit du Centre régional de la photographie à Douchy-Limine, que ce soit de la scène nationale de culture commune à Los-Angeles, que ce soit des scènes nationales de Douai, où vous avez là réellement une présence artistique extrêmement forte qui s'articule profondément avec la réalité du territoire. Et c'est en ce sens-là que l'État a un rôle à jouer. Il a un rôle à jouer, non pas de prescripteur en disant voilà ce qu'il faut faire, mais de attention. Ce n'est pas parce que les enjeux artistiques, culturels et patrimoniaux sont porteurs d'externalités positives que pour autant, la problématique doit se faire uniquement du point de vue de l'économique. Elle doit se faire du point de vue du sens. C'est que la question des ingénieries de projet, des ingénieries financières de plus en plus complexes, ne doit jamais perdre de vue que le sens est au centre, au cœur de tout. Si on perd le sens, on est dans la technostructure la plus totale. Et je crois que par rapport à la compréhension nouvelle que beaucoup d'élus ont des enjeux artistiques et culturels pour l'attractivité de leur territoire, pour le développement économique, pour la cohésion sociale, ces enjeux ne pourront trouver toute leur dynamique et toute leur place que si la question du sens n'est jamais abandonnée, que ce soit du côté du passé ou du futur. Et Étienne Achille, la question du sens, elle est aussi au cœur de toutes vos stratégies culturelles sur le territoire. Je vais prendre un exemple très simple qui est d'actualité, puisque le Grand Paris a été lancé à quelques dizaines de mètres d'ici par le président de la République il y a 4 ans. Cité de l'architecture. Voilà, à la Cité de l'architecture du patrimoine, et que tout le monde en a déduit à l'époque que c'était un gigantesque projet de transport en commun. Ce qui n'était pas faux, puisque la première vague, en quelque sorte, représente 35 milliards d'infrastructures de transport en commun. Bien, mais il est intéressant de constater que 4 ans après, lors du point d'étape qui a été fait au même endroit, toute la priorité a été affectée au culturel. Le Grand Paris, c'est culturel. Le Grand Paris est un
va évidemment relier des territoires par les infrastructures. Développement territorial qui va avec. Voilà. Avec les contrats. Alors, si vous voulez, la vision qu'on a de la région est plus ancienne que ça, puisque la région développe les politiques culturelles dont je vous parle depuis 1998, et que la région a évidemment investi l'importance stratégique de la culture pour le territoire, au point d'ailleurs de développer un certain nombre d'interventions qui, sectoriellement, sont directement liées à la dynamique économique du territoire. Je prends un exemple, la politique du cinéma. Début des années 2000 en France, délocalisation massive des tournages dans les pays de l'Est à très faible coût. Un an après, crise de Canal+. Donc chute des commandes de production. Chute de l'aide au cinéma. Et donc chute de l'aide au cinéma, voilà. Puisque Canal a quelques obligations dans ce domaine. Voilà. La région, à ce moment-là, met en place en 2001 une aide à la production qui, sous condition de tournage à moitié des films en Ile-de-France et de consommation de prestations techniques en Ile-de-France, relocalise les tournages. Ça fait 11 ans que cette politique existe. Elle dépense... Une politique soutenue par le ministère de la Culture, alors, accompagnée par le en relation national. Avec Bercy, parce que je crois que c'est lié à un certain nombre d'avantages fiscaux. Alors, c'est articulé au crédit d'impôt, national et international, et le CNC accompagne pour 1 euro les 2 euros que met la région. Alors évidemment, en Ile-de-France, comme la région met 12, le CNC ne peut mettre que 2 et non pas 6. Parce que c'est plafonné à 2 millions. Mais peu importe. Il a l'air de le regretter. Peu importe. L'intention est parfaite. Et on voit bien que l'articulation des acteurs publics dans ce domaine, sur la fiscalité, sur l'aide directe à la production et son accompagnement par le CNC, montre son efficacité, puisque plusieurs centaines de semaines de tournage ont été rapatriées en Ile-de-France, et que c'est le moment précis où l'industrie cinématographique passait au numérique et avait besoin de maintenir son chiffre d'affaires. Sans vouloir dévaloriser cette action, c'est un peu opportuniste quand même. On n'est plus là dans le sens, au cœur d'un projet territorial de stratégie culturelle. Alors là, sauf si quelque chose nous a échappé, oui. L'Île-de-France concentre 90% des industries culturelles et historiquement, on va prendre Méliès par exemple, comme ça au moins on sera dans le sens. Boulogne, avec les studios. Par exemple. Je suis très embêté parce que alors, ça s'est fait dans un hangar, ça certainement à côté de l'Institut Lumière d'aujourd'hui. Mais néanmoins, les 9/10 de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel sont en Île-de-France. La région, en termes de sens, évidemment, aide une industrie. Mais l'aide va aux producteurs parce que c'est une aide qui contraint les producteurs, mais qui leur permet de créer, d'offrir aux créateurs, aux réalisateurs, aux scénaristes, des conditions de travail. Ça entretient ce que vous appeliez peut-être le cluster culturel, enfin je veux dire un écosystème. Ça entretient la diversité de la création, voilà, et là on est sur le sens. Et là on est sur le sens. On revient sur le sens. Vous vouliez compléter ça? Non, mais je dis parce que c'est vrai que l'exemple de la région Île-de-France, c'est un exemple un peu particulier, puisque la ville de Paris, puisque la concentration, comme vous le rappelez, des industries culturelles, mais pas seulement, des acteurs du spectacle vivant, fait que le rapport entre État et collectivité pas tout à fait le même que celui qui peut exister dans d'autres régions françaises. Je crois qu'à un moment donné, il faut aussi se rendre compte des problématiques qui nous occupent dans le partenariat. Moi, on en discutait avant avec M. Achille. C'est vrai que la présence de l'administration centrale, la présence du cabinet, la présence de l'administration déconcentrée dans la région Île-de-France rend parfois les questions du partenariat plus difficiles à maîtriser ou plus difficiles à mettre en œuvre, même si elles sont, à mon avis, fondamentales. Il n'empêche que quand vous regardez l'organisation territoriale telle qu'elle existe du point de vue des collectivités et surtout de leur regroupement, je crois que là, on a une mine de travail extrêmement importante, à un niveau pertinent qui pourrait être le niveau des établissements publics de coopération intercommunale. Mais là se pose la question... Même à ce niveau-là, oui. Mais surtout à ce niveau-là, oui, parce que c'est l'échelle pertinent. Mais encore faudrait-il que les communes coopèrent et que la question de la compétence transférée des communes à l'établissement public de coopération intercommunale soit réellement posée et surtout mise en œuvre. Voilà, Jean-François Treille, vous voulez compléter ça en parlant du niveau d'intervention, je vous en prie. Oui, ce qui est extrêmement intéressant dans ce qu'on vient d'évoquer, c'est que nous n'arrivons jamais à complètement séparer les questions du sens, des questions économiques et des questions d'inclusion sociale. Je vois qu'en permanence... c'est le concept du développement durable, pratiquement, les 3 piliers. Et effectivement, on voit que la notion de territoire est au cœur de notre sujet. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, on voit que le facteur de réussite des projets que nous évoquons depuis le début de
de notre échange, de notre conversation, est lié à la capacité des acteurs publics et privés parfois de s'accorder sur une vision. Effectivement, on parlait de sens tout à l'heure, préalablement même à l'ingénierie du projet ou à la question des financements. Et c'est cette notion de la construction d'une vision partagée, au-delà des clivages entre les différentes administrations, et voire au-delà des clivages politiques parfois sur un territoire, on voit qu'effectivement cette construction de sens est le préalable à la réussite de ces projets. Alors, je ne sais pas si la culture clive moins que d'autres débats. Non ? C'est pas qu'elle clive moins. La culture a ceci de particulier qu'elle traverse les oppositions politiques. Je dirais, et on en discutait tout à l'heure, vous avez, et je vais schématiser, 3 types d'attitudes. Des attitudes un petit peu étranges ou étrangères aux enjeux des politiques publiques pour l'art, la culture et le patrimoine, en disant, bon, c'est quelque chose qui relève plus d'une activité personnelle ou qui relève plus d'une activité privée. Vous avez une attitude qui consiste parfois à dire si je mets 1 euro dans la culture, il faut que ça puisse me rapporter. Donc une tendance à ne pas forcément respecter l'autonomie juridique ou la singularité artistique des projets. Et vous avez une tendance qui cherche à construire des politiques publiques, c'est-à-dire des cadres dans lesquels on puisse, ou des cadres dans lesquels les acteurs, les producteurs de sens puissent agir et dont ils puissent s'emparer. Et ça, c'est partagé de la gauche. Une politique culturelle. Je pense que symboliquement, quand l'État, par exemple, décide de racheter la tour Utrillo à Clichy-sous-Bois pour en faire la tour Médicis, il prend un exemple parfaitement d'archétype. C'est l'un des endroits les plus dégradés en termes d'habitat et de tissu social en France. Il y a un programme de rénovation urbaine avec plus de 600 millions d'euros d'argent public dépensé pour le bâti et les aménagements, mais il manquait, et il ne manque plus, en tout cas à ce jour, l'identifiant de ce basculement, de cette révolution de ce quartier qui a quand même été le siège des émeutes de 2005. Et je pense que très symboliquement, la culture est aujourd'hui, on se le disait également avant cet entretien, est très demandée, très recherchée. L'appétit est très fort, a fortiori en période de crise, puisque c'est probablement le décodeur du sens. Et que le spectacle vivant est un décodeur des phénomènes qui traversent le monde, etc. Et c'est là où le ministère a toujours un rôle à jouer, parce que au moment où l'offre de loisirs, un rôle où l'offre de loisirs se démultiplie et où beaucoup de nos concitoyens n'ont pas la boussole nécessaire pour se repérer à travers cette offre qui n'est pas forcément toujours hiérarchisée. Je crois que là-dessus, on a un énorme travail en commun à faire. Voilà. Antoine Laurent Figuière, au sujet du rôle du ministère. Le 30 juin dernier, la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, annonçait que la question des nouveaux liens entre État, établissements publics et collectivités territoriales allait être redéfinie dans le cadre d'un nouvel acte, d'un acte 3 de la décentralisation. Nous ferons une émission sur ce sujet-là. Nous vous réinviterons parce que je le sens bien, vous avez encore beaucoup de choses à nous dire. Merci Antoine Laurent Figuière, merci Étienne Achille, merci Jean-François Trayade. Juste un mot, parce que ça a été réaffirmé hier par Mme Filippetti dans le Conseil des collectivités territoriales pour le développement culturel, qui reste un outil et le seul outil formalisé de partenariat entre État et collectivités. Je vous ai promis de vous réinviter, donc nous en reparlerons. Merci à tous les trois, merci à vous tous pour votre attention et à tout de suite sur Acteurs Publics TV. Merci beaucoup.